Alexandre Louisy, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Commençons par la situation internationale avec une certaine confusion finalement en Iran, puisque le rapport du renseignement américain n'est pas conclusif sur la destruction des sites nucléaires, a plutôt tendance à penser que les bombes perforantes n'ont pas détruit l'appareil militaro-nucléaire iranien, et puis un cessez-le-feu qui demeure fragile. Est-ce que vous avez une vision claire? Est-ce que le PS d'ailleurs a une vision claire de ce conflit? Écoutez, nous ce qu'on dit depuis le début avec Constance, c'est que la paix par la force à la Netanyahou, ça ne fonctionne pas, ça ne produit rien. Et là où vous avez raison, c'est que ce que montre ce rapport des services de renseignement américains que Trump nie, parce qu'évidemment on est dans la contre-vérité et dans le monde où il a sa vérité à lui, mais ce que dit ce rapport, c'est qu'en effet, à la fois les centrifugeuses sont toujours en place, à la fois l'uranium enrichi par le régime existe toujours. 400 kilos ont disparu, on ne sait pas où. Voilà, exactement. Et que donc l'Iran reste ce qu'on appelle un pays du seuil, c'est-à-dire un pays qui est au seuil d'être en capacité de faire une bombe. Donc aujourd'hui, le bilan, il est quand même de cette guerre des 12 jours. Je vois pas très bien ce qu'il est. Et puis si on regarde le régime lui-même, moi j'ai toujours la conviction que c'est pas avec des B-2 américains qui survolent un pays qu'on va déclencher une révolution populaire et nationale. Et donc vous voyez bien qu'on est toujours avec cet haïssable régime des Mollahs qui est en place. Donc le bilan de la violation du droit international de toutes parts, il est quand même aujourd'hui pas bon. Néanmoins, les lanceurs de missiles ont été détruits, les centrifugeuses sont quand même un peu hors d'état, et l'Iran est un peu obligé de revenir maintenant à la table des négociations. Écoutez, le problème c'est que la table des négociations, celui qui l'avait quitté initialement, c'est pas l'Iran. C'est pour le coup le gouvernement américain de Donald Trump. Trump numéro 1. Trump numéro 1, Trump 2018, puisque la saison c'était 2016, Trump 2018. Et puis vous aviez quand même, à l'aube de cette intervention israélienne, un retour à la négociation qui était prévu. Donald Trump devait rencontrer les Iraniens dans un round de négociation avant la guerre des 12 jours. Je ne sais pas si elle durera 12 jours ou beaucoup plus. Vous avez dit ce qu'était le cessez-le-feu, à quel point il pouvait ne pas être respecté. Donc franchement, le bilan, il n'est pas bon aujourd'hui. Et l'Iran, de toute manière, doit en effet retourner à la table des négociations. Et c'est la proposition européenne depuis le début. Donc honnêtement, le bilan pour l'instant de cette paix par la force, il n'est pas bon. Il n'est pas bon d'ailleurs à Gaza, mais je ne sais pas si vous voulez évoquer ce sujet ce matin. Il est mauvais à Gaza. Pour la population, il crée des victimes civiles dans tous les sens. Et regardez, des soldats israéliens tués aussi. Exactement, des soldats israéliens et puis des civils israéliens. C'est-à-dire que la réplique iranienne a aussi créé des morts du côté israélien. Donc vous voyez, on est dans une situation qui est quand même vraiment pas bonne. Dans cette phase, la parole de la France a-t-elle été vraiment audible? On a eu l'impression qu'Emmanuel Macron avait toujours un peu un coup de retard sur ce qui se passait. Écoutez, moi ce que je vois, c'est que la France a essayé de dire les choses. Elle a d'ailleurs mis en place un certain nombre d'initiatives qui ont été perdues. C'est-à-dire que on peut quand même relire le moment où intervient cette opération israélienne, je le rappelle, à quelques jours d'un sommet qui était prévu à New York, où la France devait co-présider avec l'Arabie Saoudite une initiative pour essayer de trouver une solution politique au conflit, notamment avec la question palestinienne qui reste évidemment la question fondamentale qui se pose dans la région. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout ça a été balayé par cette initiative. Donc oui, vous avez raison, il est en retard, mais parce que l'actualité, finalement, pour le coup, l'a pressé, l'a complètement propulsé dans un autre monde. Et puis il y a Trump qui a balayé, en effet, aussi les propos français qui pouvaient être tenus à un moment. On a vu aussi la gauche radicale et les filles aller dans des manifestations où il y avait à la fois le drapeau palestinien, donc un classique depuis plusieurs mois, et puis le drapeau du régime iranien. Oui, là aussi, confusion. Moi, je peux vous dire, c'est clair que ce régime iranien, il est ce que je vous disais il y a un instant. C'est un régime haïssable qui tue par milliers. Il y a eu 1000 exécutions cette année. Le Conseil national de résistance iranienne dit 1000 exécutions. C'est l'année la plus meurtrière en Iran. Et puis nous sommes en soutien depuis le début de ce mouvement lancé par les Iraniennes, Femmes, Vie, Liberté. Et ce régime, il faut évidemment aider tous ceux qui sur place veulent le faire tomber, parce que c'est un régime catastrophique, théocratique, qui menace ses voisins, qui en effet menace Israël depuis des années dans son existence même, qui d'ailleurs ne reconnaît pas Israël, parle d'entité sioniste. Donc évidemment, ce régime, il est haïssable et il faut le combattre à toute force. Alors l'actualité en France, c'est une nouvelle motion de censure que le Parti Socialiste s'apprête à déposer. Ça fait un peu bizarre quand même, une motion de censure alors que le monde est en guerre. Il faut quand même reprendre le fil de cette histoire, si vous voulez bien. C'est-à-dire que cette motion de censure, elle vient pas de nulle part, elle vient pas de rien. Vous avez une situation où, pour la non-censure des socialistes qui a été acquise sur le budget 2025, en février, vous avez raison de le dire, nous avions un accord avec le gouvernement, ou en tout cas, nous avions placé un certain nombre de questions qui avaient été validées par le gouvernement. Une de ces questions, la plus fondamentale, puisque c'est quand même le grand mouvement social de ces dernières années en France, la question de la retraite, c'était de dire il y a un conclave, et si ce conclave est concluant ou qu'il ne le soit pas, les choses reviennent devant le Parlement qui se prononce souverainement. Le Premier ministre, hier, c'était la journée des dupes à l'Assemblée nationale, dit à Boris Vallaud, tout ça n'existe pas et nous n'allons pas revenir et remettre tout le sujet sur le métier. Écoutez, là, il y a un problème de parole donnée. À un moment, le Premier ministre, soit il est dans une logique où il admet qu'il n'a pas de majorité absolue et il construit avec ceux
qui avait accepté un temps de construire, soit il balaye tout ça, c'est ce qu'il a décidé de faire. La réponse logique, c'est la censure. Mais que transmettre au Parlement, puisque le conclave a échoué? On n'a rien à vous faire débattre. Ce qui a été dit, c'est qu'on peut débattre des choses, c'est-à-dire que le gouvernement peut se saisir des points d'accord et des points de désaccord, puisque ce qui a été demandé aux partenaires sociaux, c'est de mettre les points d'accord et de désaccord au sein de la discussion. Ça, vous pouvez le transmettre au Parlement, bien sûr que vous pouvez bâtir un texte pour le transmettre au Parlement et à amendement. Donc c'est ça, que nous demandons. Et puis quand même, j'aimerais dire une chose. La manière dont le Premier ministre a organisé le débat social, il a donné une forme de joker au MEDEF. C'est-à-dire qu'il a dit depuis le début, et puis il l'a rappelé il y a quelques jours, il a dit si la négociation n'est pas conclusive, vous aurez la loi Borne et rien d'autre. Le MEDEF s'est senti en situation de force absolue. Il s'est dit que quoi qu'il arrive, à la fin, il aurait sa réforme. Et donc vous avez la CFDT qui a fait quand même des propositions qui a été très loin. Elle a mis de côté la mesure d'âge pour dire si on avance sur la pénibilité, c'est-à-dire la mesure d'âge pour ceux qui ont été au bout d'un marteau-piqueur toute leur vie, alors on peut avancer et trouver un chemin. Ils ont quand même fait des efforts considérables. Et ça a été balayé par le MEDEF et balayé aujourd'hui par François Bayrou. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une censure? Peut-être que dans le débat budgétaire à l'automne, le PS aurait pu apporter des éléments, par exemple sur la décote ou sur la pénibilité. Non mais ce dont on a besoin à l'automne, c'est d'un Premier ministre dont la parole compte. C'est-à-dire que si on veut se remettre dans un travail sur le budget 2026 sérieux, qui est impliqué par la situation politique. Si on veut pouvoir travailler sérieusement avec le gouvernement, il faut qu'on ait un gouvernement dans lequel on ait confiance. Si à chaque fois qu'on se met d'accord sur quelque chose, le Premier ministre le balaye d'un revers de main, eh bien, on a un problème de confiance et de travail ensemble. Donc c'est ça qui est sanctionné aujourd'hui, c'est cette incapacité à travailler avec le Premier ministre François Bayrou. On peut faire une lecture aussi un peu plus politicienne, c'est-à-dire pour neutraliser le Congrès, Olivier Faure avait le pacte de non-censure, ça a tempéré son opposition, il a gardé son siège à la tête du PS, et maintenant qu'il a sauvé sa place, il revient sur une ligne dure. C'est une lecture peut-être trop politicienne, parce que si vous regardez ce qui se passe au sein du groupe socialiste, les lignes de fracture ne se passent pas comme ça. Aujourd'hui, il y a consensus au sein du groupe socialiste. À part François Hollande. Jusqu'à François Hollande qui dit qu'il se soumettra à la décision du groupe et qu'il votera lui-même la censure. Ce n'était pas sa position initiale, mais au sein de ce qu'on appelle les différents textes d'orientation, vous avez des gens de toutes parts qui disent que ce qu'a fait François Bayrou, c'est-à-dire ne pas tenir sa parole, n'est pas acceptable dans une société démocratique où on construit des compromis. C'est pas conforme à ce qui est en train de se passer. Alors, lecture politique aussi, celle de Jean-Luc Mélenchon. Il tweet « Enfin, le PS revient à la raison, c'est-à-dire à l'opposition frontale avec Bayrou, après l'échec du conclave. » En gros, voilà, les filles avaient raison depuis le début et le PS a eu tort. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on a eu raison de négocier. Il fallait que le PS essaye de faire quelque chose. Moi, à titre personnel, j'étais pas satisfait tout à fait de la fin de la négociation qui a eu lieu en janvier. Mais néanmoins, je pense que mon parti a eu raison de se mettre, quand vous n'avez pas de majorité absolue, de se mettre à la table dans la situation à laquelle le pays, dans la situation du monde que vous évoquez. Mon parti a eu raison d'essayer de trouver un chemin. Si maintenant, il faut être deux pour danser, si maintenant vous avez François Bayrou qui refuse, lui, de faire sa part du chemin, sa part du boulot, eh bien forcément, on ne peut plus travailler avec lui. Alors, autre conséquence politique, cette motion de censure n'a de chance de passer et de renverser le gouvernement que si le RN la vote. Vous redonnez les clés un peu de l'avenir du pays aux lepénistes. Mais c'est François Bayrou qui redonne les clés de l'avenir du pays aux lepénistes. Et c'est lui-même qui se place dans la situation de Michel Barnier. C'est-à-dire que s'il avait tenu l'accord qu'il a avec les socialistes, les choses pouvaient continuer d'avancer. Donc c'est bien parce qu'il refuse de remettre sur le métier la question des retraites au Parlement qu'il se retrouve dans cette situation. Et puis le Rassemblement national, quand même, moi je regarde le Rassemblement national qui ressemble de plus en plus à une forme de rassemblement patronal parce que son programme social, petit à petit, il l'abandonne. La question des retraites, c'était une question que le Rassemblement national était censé partager, il me semble. Mais on voit que quand même, petit à petit, à mesure que il est sévèrement soutenu par un certain nombre de milieux économiques sur lesquels il a médias, think tank, etc., on voit bien que ces positions sociales, petit à petit, sont abandonnées progressivement le long du chemin. Dans 2 semaines, le président de la République retrouve son droit de dissolution. Si vous lui renversez son gouvernement dans une alliance gauche-RN ou une addition gauche-RN, une addition, ça peut l'inciter à vous renvoyer devant les électeurs. Vous y êtes prêt? Alors vous êtes sénateur, vous êtes à l'abri, mais le PS y est-il prêt? Je pense que le PS assume en effet ce que signifie une censure. Moi, je pense que le président de la République, compte tenu de ce qu'est l'expérience ratée de la dissolution, n'y retournera pas, mais vous avez raison, on ne peut pas savoir ce que sera la décision du président de la République aujourd'hui. Mais nous assumons. Nous assumons en effet de dire que pour travailler, encore une fois, moi je pense que la question c'est celle de la responsabilité. Nous, on s'est mis au travail, on a accepté de discuter. On a pris des engagements, on en a pris en face de nous, ils ne sont pas tenus. Il faut en tirer des conclusions, sinon la parole politique n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on dit à nos électeurs si même quand on fait une discussion et qu'on n'est pas respecté, on fait comme si rien ne se passait? Sur le fond, c'est la présidentielle 2027 qui tranchera le dossier des retraites. Les Français regarderont les programmes. C'est vrai que 2027 sera un grand rendez-vous démocratique et que cette question sera forcément au cœur des programmes des uns et des autres. Vous avez raison de le dire, parce qu'en effet, c'est une question sociale qui a été tranchée
dans des conditions qui sont celles que vous savez, c'est-à-dire avec le pays qui était à vent debout contre, à 8 Français sur 10, et puis par un 49-3 qui a empêché qu'il y ait un vote sur le texte, mais un vote sur la confiance du gouvernement. Et donc forcément, ce sera une question de 2027, vous avez raison. À quoi servent les parlementaires en ce moment? C'est loin 2027 et on a l'impression que vous brassez de l'air vide parce qu'il n'y a plus de projet de loi, il n'y a plus grand-chose. Moi, je partage un petit peu ce que vous dites. On a un peu ce sentiment de temps en temps en ce moment au Parlement parce qu'on nous fait délibérer, même le temps gouvernemental est consacré à des propositions de loi, c'est-à-dire des textes d'initiative parlementaire qui souvent se perdent dans ce qu'on appelle la navette, c'est-à-dire la circulation entre l'Assemblée et le Sénat, c'est-à-dire que le gouvernement ne prend pas trop la responsabilité de mettre des textes très importants sur la table. Après, à la rentrée, il y a quand même la question de si le gouvernement survit à tout ça, il y a la question de la proportionnelle qui est mise sur la table, il y aura le budget 2026-2027 qui sera un gros sujet. Donc à la rentrée, on aura de quoi s'occuper un peu plus, vous avez raison, qu'en cette fin d'année. Alors le Parti Socialiste a traversé son congrès, vous avez soutenu, je crois, Boris Vallaud, oui, tout à fait. Le troisième homme de ce congrès. Troisième. À quoi a servi sa candidature? Elle a servi déjà à ce que ce congrès, jusqu'à ces derniers moments qui ont été plus difficiles, se passe de manière différente. Qu'a dit Boris Vallaud? Il a dit que finalement, l'opposition qui était celle de Marseille avait été soldée sur la question du rapport à la France insoumise et que donc il fallait réussir à avancer ensemble. Nous y sommes presque parvenus parce que même jusque dans le congrès ce week-end, nous avons failli réussir à trouver une forme de compromis entre les uns et les autres. Et l'ambiance du congrès, franchement, n'a pas été la même. Vous avez des résultats qui ont été reconnus par tous. Vous avez aujourd'hui un parti qui va se remettre au travail, des gens qui discutent. On n'est pas dans la même situation de Marseille où le premier secrétaire est contesté. C'est pas la même chose. Mais le problème LFI est revenu fortement par la voix de Jérôme Gage. Il n'est pas soldé, ce problème. Écoutez, moi, ce que j'observe, c'est que sur le fond, si on n'est pas dans des formes d'atavisme les uns et les autres, je trouve que le problème est largement soldé. Il y aura des alliances municipales, a dit Olivier Faure. Alors, Olivier Faure a été très clair. Il n'y aura pas d'alliance nationale au municipal avec la France insoumise. Mais localement, on fait ce qu'on veut. Attendez, c'est pas on fait ce qu'on veut, mais si, moi je le dis aussi avec simplicité parce que les gens savent bien ce qu'est une municipalité. Si dans telle ville de 10 000 habitants, vous avez un brave adjoint qui se trouve être à la France insoumise et qui travaille bien avec les socialistes et avec lequel il n'y a aucun problème depuis 15 ans, je ne vois pas pourquoi vous allez renvoyer chez eux des gens qui travaillent bien. Mais la question, c'est celle de l'accord national. Donc ça, cette question, elle a été clarifiée par Olivier Faure de manière nette. Sur la présidentielle, excusez-moi, mais on essaye de bâtir une coalition de Glucksmann à Ruffin. Mais pas jusqu'à Cazeneuve et Rebsamen. Pourtant, c'est des hommes de gauche aussi, même si parfois ils sont en amont macroniste. Ils sont au gouvernement. Vous pouvez gagner. Rebsamen est au gouvernement. Ça s'appelle l'ouverture. L'ouverture, c'est aussi la clarté. C'est-à-dire que François Rebsamen peut tirer les conséquences de sa participation au gouvernement, dont je ne sais pas très bien ce qu'elle emporte. Et aussi, il faut que les Français soient dans une forme de clarté. Est-ce qu'on est ou pas en rupture ou en continuité avec le macronisme? Je crois qu'on est clair, nous, là-dessus. Alexandre Douizy, merci, bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouvera demain matin à 7h45. Avec Jérôme Pellistrand.